La richesse des exposés qui ont été faits est absolument remarquable, ce qui ne me facilite pas la vie, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous avez à faire. Je dois tout d'abord dire que j'ai vraiment tout fait pour ne pas être à la place que j'occupe aujourd'hui. Pas par déplaisir, bien sûr, parce que là, c'est tout le contraire. J'ai vraiment un double plaisir, au moins, à être là. C'est parce que ce séminaire témoigne d'une longue coopération franco-brésilienne et me renvoie à un passé qui est plein de superbes souvenirs et de souvenirs de recherche, mais aussi d'amitié. Et je crois que la recherche se fait comme ça. C'est-à-dire, elle se fait quand on partage de vrais rapports interindividuels. C'est comme ça que ça se continue, c'est comme ça que c'est riche. Donc c'est ma première raison d'avoir du plaisir à être là. Et tout particulièrement parce que j'ai le privilège de me retrouver dans ce cadre-là, aux côtés de Nazaré. Aux côtés de Nazaré, je sais, elle me pardonnera de l'appeler avec cette familiarité. C'est pas comme ça que j'aurais dû la présenter ou en parler, c'est comme ça que j'en parle au nom de notre longue amitié. Et chacun sait que, en plus, c'est un bonheur d'avoir sa présence parce qu'elle représente un des piliers, d'une part, de cette coopération depuis qu'elle existe, et puis un des piliers de la recherche sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui au Brésil. Vous avez pu l'apprécier à nouveau à travers l'exposé magistral qu'elle vient de nous faire. Non, si je me trouve guère à ma place, c'est pas pour des raisons de déplaisir, c'est qu'en réalité, je suis devenu incompétent. Je ne travaille plus sur ces questions depuis, je ne vais pas le dire parce que ça fait trop longtemps. Donc, j'ai écouté avec bonheur tout ce qui s'est dit parce que ça m'a remémoré des tas de choses, mais je ne suis pas sûr de savoir mieux en faire que vous, quoi que ce soit d'intelligent. Bien, alors, comment commencer ? D'abord, je trouve qu'il y a eu un assez long exposé de caractère historique sur la France. C'est pas déplacé du tout. Je pense que ça, c'est fondamental. Il faut absolument, pour comprendre ce qui se passe, le situer dans le cadre d'une histoire où se jouent des rapports structurels profonds et qui sont absolument centraux et qu'on ne déplace pas comme ça. L'histoire, elle est forcément très présente dans le présent et il faut, pour comprendre ce qu'on veut étudier aujourd'hui et à plus forte raison le projeter dans l'avenir, savoir d'où on vient. Et je trouve que cet exposé qui était extrêmement fourni sur le plan de l'information historique est très utile. Je crois d'ailleurs que ça nous amène à la question de l'exploitation familiale. C'est une construction historique. C'est pas quelque chose d'intemporel. C'est pas forcément quelque chose d'éternel. C'est quelque chose qui est l'enjeu de questions d'ordre économique, de questions d'ordre politique, de questions d'ordre idéologique, culturel. Donc c'est un enjeu. C'est une construction qui s'est faite en France. Il faut bien s'en rendre compte. D'ailleurs, ça a été plus ou moins dit dans les différents exposés. C'est une construction qui a mis un siècle à se construire en France. Elle s'est d'abord construite sur la disparition ce qu'on a appelé le microfondiaire. Ça, c'est toute la deuxième moitié du XIXe siècle où, suite à la Révolution, s'était construit une base foncière extraordinairement dispersée sur l'ancienne population héritée de l'Ancien Régime. Et ça a fait vivre la France pendant 1789 à 1880, à peu près un siècle. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, qu'est-ce qui s'est passé? La crise de la fin du XIXe siècle, là, le début de l'industrialisation en France, donc d'un seul coup, une crise qui expulse des gens, les plus petits, ceux qui les survivaient, on les appelait les survivants, je ne sais plus, c'est pas exactement le mot, mais ça voulait dire ça. Et ceux qui vont décider de partir en ville pour essayer de trouver une destinée meilleure. Donc, ça fait une concentration foncière dans cette période-là. Et alors, je ne vous dis pas ce qui se passe à la guerre de 14, avec tous les morts qu'il y a eu. Et surtout, dans ces deux phases, que ce soit la crise de la fin du 19e ou la guerre de 14, une énorme crise de la très grande propriété. Une énorme crise de la très grande propriété parce que la valeur des productions a été extrêmement atteinte et que ce qui pouvait finalement vivre sur le produit de son travail, eh ben, ça ne pouvait plus être le rentier, c'était celui qui travaillait. Et ça, c'est une révolution. Moi, je me rappelle avoir eu à discuter avec des collègues brésiliens sur y a-t-il une réforme agraire en France? J'ai dit oui. Mais j'ai dit elle a mis 2 siècles pour se faire. Et donc, il n'empêche que c'est une réforme agraire. Parce que nous sommes partis aussi d'un très grand décalage, de très grandes unités entre la propriété aristocratique et la petite propriété populaire, que j'appelle même pas paysanne à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça s'est produit, ça a mis un siècle. L'exploitation familiale, moi je dis, elle est née réellement, c'est ce que Jacques a rappelé, dans les années 20. C'est là qu'on commence à en parler, c'est là qu'il commence à y avoir des écrits disant que c'est bien que la femme fasse ceci, que l'homme fasse cela, etc. Et ça se construit en même temps que quoi? Ça se construit en même temps que la polyculture élevage. Le système de polyculture élevage qui se met au point, qui se construit à ce moment-là, et c'est un système qui crée une sorte de forme de comment dire, de production endogénique qui organise à la fois le circuit de production avec une réutilisation des moyens produits sur la ferme, etc. Ça crée un système très fort de production qui en même temps est, je dirais, a posteriori, un système dont on pourrait vanter les qualités écologiques. Et donc on s'aperçoit que cette évolution-là, elle a détruit une structure qui mettait en place une population paysanne rurale et un système qui était une forme de bonne gestion des ressources naturelles après laquelle on court aujourd'hui. C'est pour ça que ça revient à la mode. Et donc, je crois qu'il faut être conscient de tout ça et situer tout ça dans un contexte. Donc la question maintenant, c'est compte tenu, j'ai envie de dire, pour terminer cette péroraison, l'exploitation familiale a toujours été, non pas absorbée, toujours été façonnée depuis ses origines par les évolutions du capitalisme. Donc, dans le cadre français, ça n'est pas du tout l'histoire du Brésil. Ce n'est pas du tout cette histoire-là. Ceci dit, il reste qu'il y a une base commune à chercher, c'est quels sont les déterminants macroéconomiques et macro-sociologiques qui expliquent des situations particulières. Mais il faut arriver à ce niveau-là. Il faut arriver au niveau de formuler, comme l'a très bien fait à mon avis Nazaré, de formuler une approche de caractère théorique et extrêmement ouverte sur l'extérieur du monde agricole pour comprendre ce qui se passe dedans. Il est sous domination de cet environnement. Bon. Donc, l'exploitation familiale, la question donc maintenant, c'est quelle forme, non pas l'exploitation familiale, là Jacques a très bien charcuté cette histoire, non pas quelle paysanne familiale et tout ça, c'est dans quelles conditions le système, le capitalisme aujourd'hui, je parle de la France, hein, et puis on peut étendre au Brésil, peut-il
rechercher une forme de production qui lui convienne. Eh bien, il l'a trouvé en France. C'est effectivement ce qu'on a appelé l'absorption des exploitations familiales, c'est la décomposition d'une certaine manière de l'exploitation paysanne. Et tout ça est très très juste. Et donc, il a trouvé le système par lequel tolérer une forme d'organisation sociale de la production qui a son intérêt, puis qui de toute façon est là, se défend et existe, tout en récupérant au maximum j'allais dire la plus-value, la valeur du travail produite dans cette structure. C'est ça la question. Et là, il y a deux verrous à faire sauter. Le premier, c'est celui de la rente foncière. Et ça, au Brésil, c'est pas réussi. Or, moi, je propose une hypothèse, c'est qu'on explique qu'en France, la rente foncière n'est plus entre les mains des propriétaires familiaux. Une hypothèse. Mais je propose qu'on l'exploite, et donc ça veut dire qu'un des verrous essentiels à l'introduction d'une agriculture dans le capitalisme a sauté par le biais de quoi? Mais non d'une pipe. L'endettement. Hein? On ne parle pas de l'endettement. Alors là, je trouve que quand même, quand on parle d'économie, on devrait parler aussi des circulations de valeurs. Et donc, combien d'exploitations familiales, qu'on dit familiales, de petits producteurs, crèvent sous les dettes? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il fut un temps où on s'intéressait à ces questions-là. Hein. Les paysans en difficulté, tout ça, c'était un des sujets. C'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. Bon, j'y reviendrai. Donc, la question, c'est sous quelle forme une organisation de la production qui n'est pas de caractère entrepreneurial au sens large du terme, c'est-à-dire d'une entreprise organisée, collective, etc., peut-elle être viable dans un système capitaliste? C'est ça. Et on s'aperçoit que c'est la peau de chagrin. C'est la peau de chagrin. C'est-à-dire que les conditions se durcissent toujours davantage sur ce plan-là. Et que donc, on peut se demander, en effet, par quelle voie, alors j'y reviendrai plus tard, la notion de paysan peut continuer d'être utilisée. Donc, voilà donc un premier point. Et il me semble que si on s'interroge de cette façon-là, il faut se poser en effet la question de savoir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on va appeler la notion de paysan. Alors là, Jacques a rappelé à un moment que ce n'était pas une notion très appréciée dans les années 60, 50-60. Bon, par qui? Par les économistes, qui précisément voyaient que cette notion ne correspondait plus, ils avaient d'une certaine manière raison, ne correspondait plus au modèle historique. Et par contre, les sociologues, il y en a qui ont suivi, hein, c'est-à-dire qui ont dit, oui, il n'y a plus de paysans, il n'y a plus que des agriculteurs qui sont dans une logique capitaliste, etc. C'était aussi en partie vrai, mais alors, là où je ne peux pas suivre, c'est quand on dit que l'exploitation familiale est devenue une entreprise capitaliste. Ça, je crois que tu as un peu dit ça, hein, notre ami Bernard, là. Ah si, tu l'as dit, je crois. Bon, on verra. Et ça moi, si j'ai bondi là, parce que entreprise capitaliste, enfin peu importe que tu l'aies dit ou pas, ça se dit. On dit ce sont des entrepreneurs. Hein, et ça, remarquez bien l'évolution. On a dit d'abord, c'est plus des paysans, c'est des agriculteurs. Et puis ensuite, on a dit, c'est plus seulement des agriculteurs, c'est des entrepreneurs. C'est-à-dire, on les alignait à chaque fois sur un modèle qui les sortait du monde de la production agricole. Des entrepreneurs, allons, des entrepreneurs. Des entrepreneurs, bon, je veux bien, si c'est un terme un peu mou, mais un entrepreneur, au sens fort du terme, ça veut faire du profit. Et où est le profit que font
les exploitants, qu'on va dire familiaux, où il est. Moi, je m'interroge, je pose la question. Hein, quand on voit les niveaux de quoi? J'allais dire de salaire, parce que vous voyez, ils sont presque réduits à ça. Les niveaux de rémunération des exploitants familiaux, de ceux dont tu dis qu'ils sont finalement les chefs quand même de leur entreprise, quand on voit le niveau de rémunération que ces gens-là ont, on peut quand même se demander en quoi on peut dire qu'ils sont des entrepreneurs. Et en plus, quand on voit qu'ils sont endettés parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser les crédits qu'ils ont, où est l'entrepreneur? Bon, la question est quand même ouverte. Et donc, qu'est-ce que le mot paysan vient faire dans tout ça? Eh bien, je pense que le mot paysan, il renvoie à bien plus qu'une dimension économique. Il renvoie, à tort ou à raison, de façon historique, comme une sorte de représentation collective d'un idéal type social. Et pourquoi, bon sang de bonsoir, ça ne mérite pas d'être reconnu? Et moi, j'ai senti dans ce qui se disait sur le Brésil qu'il y avait une véritable... Et alors là, ça m'a étonné. J'allais dire, il y a presque plus d'aspiration à rentrer dans ce modèle au Brésil qu'en France. Parce qu'en France, les entrepreneurs familiaux qui étaient justement ceux qui auraient pu porter cette idée-là, se sont ralliés au modèle de l'entreprise, de la petite entreprise. Donc, c'est plus eux. Donc, ce sont des marginaux. Là, j'aimerais bien que Michel nous en parle, parce que c'est qui fait vivre cette notion, qui la fait revivre, et qui fait qu'elle est là, et qu'elle induit même des processus de gens qui reviennent de la ville pour se remettre dans ce modèle. Bon, donc c'est un modèle social, et ça mérite d'être traité comme tel. Là, c'est le sociologue qui parle, parce que c'est un modèle qui est un outil de lutte. Et c'est un outil de lutte politique. Donc, c'est en ce sens-là que moi, j'ai jamais adhéré à l'idée que c'était fini les paysans. Ça veut pas dire que sur le plan économique, c'est vrai que c'est un problème, mais je ne dis pas pourquoi il n'y aurait pas une matrice de réflexion sur la société qui comporterait ce modèle comme un de ses éléments. Voilà. Et là, il y a une question, il y a un mot qui revient quand même dans l'intitulé même de ces journées, c'est une réflexion sur la question agraire. Je crois que ça a été supprimé après, non? Non, peut-être pas. C'est sur la question agraire et l'agriculture familiale. La question agraire. Donc, la question agraire, ça renvoie à la fin du XIXe siècle et justement à une question politique qui est la place de la paysannerie dans la société. Quelle place doit-on lui donner parce qu'elle véhicule des valeurs qui sont différentes d'autres? Donc, c'est une des composantes de la société et ça n'est pas indifférent de la laisser disparaître du point de vue de l'évolution de la société dans laquelle on est. Donc ça, c'est la question agraire. Surtout, ne l'oubliez pas quand vous allez discuter. Et c'est là où la liaison se fait entre la question agricole et la question rurale. C'est aussi l'implantation dans des espaces avec la création de liens de solidarité, de liens de communauté ou de liens collectifs, en tout cas, où on essaye de forger des entités locales qui ont une capacité à s'organiser pour vivre en interne et à peser sur l'évolution de la société. Donc ça me paraît une dimension complètement fondamentale aussi. On ne peut pas dissocier la question agricole de la question rurale. Quand on le fait, on accepte que déjà, d'une certaine manière, on accepte les évolutions qui se sont produites au nom, finalement, d'une sorte de rationalité qui est implicite derrière tout ça. Eh bien, quand on analyse les faits sociaux, on ne peut pas s'en tenir à cette position-là. Je voudrais, pour ne pas être plus long, terminer par 2 ou 3 petites observations que je me suis faites moi.
Bon, j'ai beau ne plus être compétent, je lis le journal de temps en temps. Et depuis hier, si tu étais célibataire, on pourrait se marier, Marcel. oui, mais malheureusement, tu es marié déjà. Non, mais c'est trop tard. On a une génération de différence, sinon ça serait fait. Bon. Bon, eh bien, écoutez, j'ai un dossier du Monde. Il faudrait que je le sorte quand même. Un dossier du Monde. Je viens de sortir ma sacoche là, qui portait sur le système coopératif agricole. Alors, son intitulé, je vous le donne, Les nouveaux géants de l'agriculture. Les nouveaux géants de l'agriculture. Bon, on vous explique pendant 2 pages que ce sont des entreprises. D'ailleurs, le sous-titre, depuis moins de 10 ans, les coopératives agricoles françaises connaissent une croissance fulgurante, dopée par les acquisitions, y compris au niveau international, une évolution nécessaire face aux géants d'Europe du Nord, mais qui n'est pas exempte de risques. Ouais. Donc ça veut dire tout simplement qu'on est dans le système des multinationales, purement et simplement, avec tout ce que ça implique de stratégie, notamment sur le plan économique et financier, entre les grandes firmes du même genre au niveau mondial. Inutile de vous dire que là-dedans, la présence du petit coopérateur de base devient un sacré problème. Et quand même, il faut quand même dire aussi, greffer ça, sur le fait que Spanghero, l'entreprise qui est au centre du scandale du cheval, eh bien, c'est une coopérative. C'est une ancienne... Oui, alors attends. C'est une coopérative qui est dans une zone de production animale, qui trouve le moyen de se produire, d'aller s'acheter ses produits en Europe de l'Est, et qui en plus se trouve embarquée dans des histoires, je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'elle a été complice ou pas, mais elle est embarquée dans des histoires qui sont liées aux règles du jeu, aux règles de fonctionnement de ce monde-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le circuit par lequel passaient les commandes et les déplacements de viande par camion. C'est complètement monumental. Où est la coopérative qui était soucieuse, d'une part, d'avoir une base de coopération entre ses adhérents, ça c'est fini, et deuxièmement, de valoriser les productions locales, c'est fini aussi. Bon, donc je trouve que là, il faudrait quand même s'interroger, parce qu'on ne peut pas parler d'exploitation ou je ne sais pas quoi, si on ne situe pas l'exploitation dans ce contexte, dans les contraintes qu'elles subissent de la part de leur propre coopérative. Voilà. Une deuxième chose, alors là, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai entendu, donc que je n'ai pas vérifié, mais c'était dans un débat, c'est qu'actuellement, en France, il y a un suicide d'agriculteurs par jour. Un suicide par jour. Donc, ça nous pose quand même pas mal de questions. Celle de la pauvreté dans la paysannerie, d'une part. On dit que la pauvreté en France a augmenté ces dernières années. Je crains que les paysans, entre guillemets, n'occupent une place importante dans cette population pauvre en augmentation. La deuxième chose, c'est qu'en fait, quand on dit un paysan, soyons clairs, ce que nous ont dit Bernard et Jacques nous clarifie quand même les choses. Les paysans, ce n'est pas les agriculteurs. Donc on est renvoyé en fait aux inégalités internes. Qui sont ces paysans qui se suicident? Ce n'est pas les grands céréaliers, c'est les petits producteurs de viande, les éleveurs qui subissent des conditions draconiennes dans leur système de production. Bon. Là, c'est quand même aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Quand on parle de l'agriculture française, je pense qu'il y en a qui se portent très bien, qui surfent sur l'augmentation des prix internationaux des matières premières, notamment du blé. Et puis, il y en a qui sont dans des situations épouvantables. Et c'est ceux-là qu'on appelle les exploitants familiaux.
Et en plus, dernière chose, justement, qui renvoie à ce que j'ai dit sur le modèle social, ce que je vous ai dit là, en avez-vous jamais entendu parler dans les médias? Alors que, je ne dis pas que c'est injustifié, loin de là, des suicides dans l'industrie, de chômeurs qui se suicident devant les ANPE, de suicides à France Télécom, etc. Vous en entendez parler chaque fois qu'il y en a un. Ça veut donc bien dire que, là, en France, il y a un grand, et là je te rejoins Jacques, maintenant, un grand désintérêt pour la paysannerie, même je dirais, pour l'agriculture familiale plus largement, et il me semble que ça fait partie de cette crise. Moi, je pense qu'on peut parler d'une crise dont on ne saura pas l'issue. Mais c'est justement votre problème, à mon avis, de savoir où peut être l'issue. Et vraisemblablement, il y a énormément de choses qui se passent au niveau local, au niveau des rapports urbains, des rapports ruraux-urbains à travers les AMAP et tout ça. Il y a énormément de choses qui se passent qui sont complètement minoritaires et des petites choses, mais qui traduisent ce souci, cette volonté d'essayer de maintenir un modèle. Voilà. Et il faut essayer de voir aussi ce qui se passe à ce niveau-là. À chaque fois qu'il y a une logique systémique lourde, dominante, qui pèse sur les phénomènes sociaux, il y a les contrepoids, les initiatives qui essayent de parer le coup, de créer autre chose, etc. C'est aussi votre travail de les identifier, parce que si on reste dans le schéma et en présentant un paysage des choses lourdes, ça ne peut conduire qu'à une forme de renoncement, d'une certaine manière, aux lois les plus lourdes qui font évoluer la société. Donc il y a des forces sociales, là, il faut voir comment elles s'organisent. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jacques, je terminerai par ça. Je crois que développement durable est un slogan qui fait changer les choses. Et donc, je suis d'accord pour qu'on le regarde de près, qu'on le fouille de près, qu'on ne se laisse pas abuser, mais il ne faut pas en évacuer ce qui est le cœur, c'est-à-dire l'idée qu'il faut qu'il y ait une convergence entre trois exigences: l'économique, le social et l'écologique. Ça, c'est une exigence absolument... Oui, c'est dans multifonctionnalité. Et justement, comment ça s'appelait les contrats que Bertrand Hervieux avait ? Les contrats territoriaux d'exploitation, notre ami Chirac. Voilà, les contrats territoriaux d'exploitation, ça traduisait ça, et d'une certaine manière, c'était une illustration d'un modèle paysan. Donc vous voyez qu'il y a toujours des tentatives de sortir de l'ornière des grandes évolutions, mais il faut aussi essayer de donner de l'espoir à ces formes de réaction et d'action. Merci de votre attention. Bom, agradecemos ao Marcel de Oliveira.